Hello, bienvenue sur la chaîne de Remote Monkey. Si tu souhaites apprendre React.js et devenir un développeur web de qualité, tu es dans la bonne formation. Dans cet épisode, on va plonger dans l'univers des props en React, un concept fondamental qui va t'ouvrir plein de possibilités dans tous tes projets. On va voir ensemble ce que sont les props, pourquoi ils sont essentiels et comment les utiliser efficacement. Alors abonne-toi et envoie un maximum de force en commentaire et on démarre sans plus attendre, c'est parti. Alors, les props dans React.js. On va essayer de comprendre les props et je vais t'indiquer tout ce que tu dois savoir pour tout comprendre. Comme d'habitude, on commence avec une petite introduction chill. Les props, qu'on pourrait aussi appeler des propriétés en français, sont ni plus ni moins que des arguments qu'on va passer aux composants. Puisque tu le sais, un composant React est une fonction. Une fonction peut avoir des arguments et les utiliser dans son propre système. Donc ce sont autrement dit des informations qu'on va transmettre à notre composant. Ils permettent tout simplement de transmettre des données d'un composant parent à un composant enfant. C'est ce qui va en fait te permettre justement de personnaliser un composant et le rendre complètement réutilisable. Ici, je te mets une petite illustration. On a un composant qui est censé retourner un personnage 3D. Si tu lui donnes la props de genre, par exemple, féminin, tu vas pouvoir rendre des personnages féminins. Et si tu lui donnes des informations comme la couleur de cheveux, le maillot, etc., tu vas pouvoir affiner le rendu de ton composant. Ton composant, lui, il a qu'une seule et même logique, c'est-à-dire rendre un personnage 3D. Alors, la syntaxe des props va être extrêmement simple. On a une syntaxe dans le JSX pour passer des props aux composants. Donc ici, j'ai un composant qui s'appelle caractère. Je vais lui passer par exemple une propriété genre, une propriété âge, une propriété accessory. Et à chaque fois, je vais lui transmettre une valeur. On peut transmettre une valeur de type string, mais on peut aussi transmettre une valeur de type number. Ou dans ce cas-là, on utilisera les accolades. Alors, il est aussi possible de passer des fonctions, des outils à tes composants, mais aussi des variables en props. Dans cet exemple, on va créer une constante qu'on va appeler variable look, qui sera égale à hip-hop, une chaîne de caractères, et ici une fonction look, qui est ici dans notre exemple ni plus ni moins qu'une fonction fléchée, qui va afficher un log hello world. Donc de la même manière, sur mon composant caractère, j'ai la possibilité ici dans look de lui passer la variable look. Je peux également lui transmettre une fonction dans une propriété que je vais appeler action, et je vais lui transmettre tout simplement la fonction look. Caractère, lui, va bénéficier de l'information hip-hop et de l'action de console loguer hello world. Alors maintenant qu'on a vu comment on pouvait passer une props, examinons comment est-ce que le composant enfant lui va la lire. Donc le composant enfant peut ensuite lire ses props et les utiliser comme il le souhaite. Ici j'ai un composant enfant, on va récupérer les props à ce niveau-là et à partir du moment où on aura fait ça, les props seront désormais disponibles dans notre composant. Ici, on a par exemple la possibilité de loguer dans notre console via props.genre, puisqu'ici props va être un objet avec toutes les propriétés qu'on aura transmises. Si je reprends rapidement mon exemple ici, je pourrais afficher props.look pour faire référence à variable look, c'est-à-dire à la valeur hip-hop, et je pourrais également faire props.action pour pouvoir déclencher une fonction qui aura été définie ici. Alors ce qui est intéressant avec les props, c'est qu'on va pouvoir faire du conditionnement. Le composant enfant, ici, va disposer de propriétés et il va devenir capable de les étudier, de travailler et de rendre du JSX qui serait conditionné. Ici, toujours le même exemple, on a un simple composant enfant qui récupère donc l'ensemble des propriétés qui auront été transmises par son composant parent. Et ici, on a par exemple la possibilité de conditionner ce que va retourner notre composant. Ici, par exemple, on va faire appel à props puis genre et on va tester. On va demander si props genre égale homme. Alors dans ce cas-là, on va plutôt retourner une balise H1, je suis un homme. Sinon, si props genre égale femme, on retournera plutôt je suis une femme. Et dans le cas où props genre ne serait pas défini ou serait ni égal à homme ni égal à femme, on pourrait en solution de repli retourner vous n'avez pas indiqué votre genre. De cette manière, le composant parent transmet des props, on a la possibilité de conditionner ses propriétés et de retourner différents éléments. Là, tu commences à comprendre un petit peu la magie des propriétés en React. Alors, on a la possibilité de faire ce qu'on va appeler aussi le destructuring. Pour éviter en fait l'utilisation de props.quelque chose, il est possible en fait de déstructurer tes props, comme en JavaScript, afin d'y accéder directement par leur nom. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Il faut savoir que cette méthode existe, mais très peu utilisée, voire presque obsolète. C'est une façon simple de comprendre que props va être un objet dans lequel vont être réunies toutes les props. Donc on a la possibilité via cette syntaxe de récupérer la propriété ciblée directement via son nom. Le fait de déstructurer ici ton objet props va te permettre d'accéder ici par exemple à nom et âge si on avait transmis à mon composant une propriété nom, une propriété âge. Ici on va l'utiliser de la même manière à la différence qu'on fera plus référence à props, props.nom, props.âge. Ici on va directement utiliser nom et âge. Alors faut savoir que tu peux assigner des valeurs de props par défaut. L'utilisation d'une valeur par défaut va permettre à ton composant enfant de retourner un affichage par défaut si tes props ne sont pas transmises. Ça a deux avantages. Le premier, c'est déjà de ne pas imposer l'écriture de props inutile à un développeur.
Ça, c'est important parce que finalement, ton composant va avoir un affichage par défaut. Par exemple, on pourrait dire, si on me demande rien en propriété, j'affiche au minimum le personnage vieux avec des lunettes. Si par contre, on me demande un personnage sans lunettes, de style hip-hop et de genre féminin, là, j'afficherai quelque chose d'autre. Mais par défaut, j'ai au moins un premier rendu. Ici, dans notre contexte, on a un simple composant qui s'appelle mon composant, dans lequel on va déstructurer nom et prénom. Mais si nom et prénom n'existent pas, on va au minimum leur assigner une première valeur. Du coup, si nom n'a pas été transmis, il vaudra déport. S'il a été transmis, il vaudra ce qui a été transmis dans la propriété parent. Mais s'il ne l'est pas, il a au moins une valeur par défaut. On fait la même chose avec prénom. De cette manière, lorsqu'on va utiliser les variables qui sont déstructurées par défaut, si on ne les a pas transmises à mon composant, ils auront au minimum une solution de repli. C'est la valeur de propriété par défaut. On peut également utiliser ce qu'on va appeler le spread operator en JSX, donc c'est quelque chose qui existe aussi dans le JavaScript. Le principe des composants React, comme on a pu le voir dans les épisodes précédents, suit le principe des poupées russes. Un exemple simple, ici tu peux très bien avoir un composant cards qui lui-même va avoir, donc en tant que composant parent, qui lui-même va avoir un composant footer qui sera donc un enfant, mais qui lui-même va avoir un enfant qui pourrait être un composant button, et ainsi de suite. Dans les grandes applications React, et c'est surtout ça qu'il faut comprendre, les composants peuvent avoir des hiérarchies qui sont profondes. Passer des props à travers de nombreux niveaux de composants peut devenir extrêmement fastidieux et difficile à gérer. Heureusement pour nous, React propose plusieurs solutions pour faciliter la gestion des props dans ces situations, notamment le spread JSX. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Je te montre un exemple. Ici, on est dans un simple composant qu'on va appeler parent. À l'intérieur, on va déclarer une variable user qui sera un simple objet avec des informations comme name, age, location. Ce composant va retourner un simple nœud et un composant enfant. Ce composant enfant, on va lui transmettre une propriété name, age et location. On va faire référence à notre variable tout simplement. Donc name, ça sera user name, donc ici Alice. On voit qu'on peut transmettre des variables en utilisant les accolades. Pour l'âge, on va utiliser user age et location, user location. D'accord? Donc jusqu'ici, tout va bien. On a simplement un composant parent qui utilise un composant enfant dans lequel on va lui transmettre des propriétés. C'est juste qu'ici, on fait référence à une variable user qui est un objet. Ton composant enfant, lui, va être défini comme ceci. On va écrire notre composant, on va déstructurer name, age et location pour pouvoir les utiliser. Jusqu'ici, tout va bien, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Le problème, comme je te l'ai dit, c'est que si child utilise d'autres composants child et ainsi de suite, à chaque fois, tu vas devoir déstructurer, créer le nouveau composant et retransmettre l'intégralité de tes propriétés. Donc si tu veux, ce qu'on cherche à éviter, c'est à chaque fois d'éviter de redéclarer ça sur une structure qui pourrait être extrêmement lourde. Maintenant, je te montre à quoi ressemble le spread operator. Ici, on va tout simplement remplacer les propriétés qui ont été définies comme on les avait définies, c'est-à-dire comme ça, et on va les remplacer par un spread operator. On va utiliser la syntaxe des 3 petits points suivi de l'objet user. De cette manière, child aura de toute façon exactement la même capacité à récupérer ces informations. La seule différence qui a changé, c'est que le composant parent ne redéclare pas l'intégralité des props. De cette manière, sur une structure ultra lourde, tu n'as qu'à chaque fois transmettre les propriétés de manière à ce que tu le déstructures uniquement sur le dernier composant child de la chaîne. Alors c'est peut-être un petit peu complexe à comprendre comme ça avec des exemples, mais ici c'est vraiment quelque chose qui va nous intéresser lorsqu'on aura des architectures extrêmement profondes. On a également une props childRun qui est très efficace, tu le verras encore une fois dans l'exercice pratique qui va suivre. Ici, comme on a vu dans les exercices précédents, un composant React peut utiliser des balises fermantes et ou auto-fermantes. Ça on en a parlé, mais on n'est pas vraiment rentré dans le cœur du sujet. Ici, je te montre un exemple d'utilisation d'un composant avec une balise auto-fermante, exemple autre composant, directement fermé. Mais on avait déjà dit, et on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, qu'on avait la possibilité de faire exactement la même chose avec une balise ouvrante fermante, pour mettre du contenu à l'intérieur. Le même composant qui est ouvert ici et fermé ici, et on met un élément de JSX à l'intérieur. Avec React, on va utiliser childRun pour faire référence au contenu qui est passé entre les balises d'un composant. Donc la méthode pour récupérer ce qui a été transmis ici et non en props, c'est d'utiliser childRun. Si dans mon composant, je déstructure et j'utilise childRun, ce composant enfant va pouvoir afficher ce qui a été contenu dans les balises d'ouverture et de fermeture. Alors, quel intérêt concrètement, tu me diras, de faire ça ?
Imaginons que tu réalises un composant simple appelé box, avec du style CSS comme par exemple un background, du padding, un border radius. À chaque fois que tu vas utiliser ce composant box, tu pourras tout simplement lui transmettre des props de style pour générer des affichages et des rendus différents. Et tu vas pouvoir utiliser Childrun pour que le contenu qui l'englobe prenne l'effet du composant box. Alors encore une fois, je vais te l'imager pour que tu puisses mieux comprendre ce que je t'explique. Donc ici, par exemple, on va utiliser un composant box. On va lui transmettre 4 propriétés. Background, une couleur, une largeur, une valeur de padding et une couleur. Et ensuite, à l'intérieur de la balise d'ouverture et de fermeture, on va lui transmettre du contenu. Notre composant box, lui, il a été étudié pour utiliser ces propriétés qu'on lui transmet, pour donner une couleur de texte, une largeur et un padding. De cette manière, en utilisant box de cette façon, je vais pouvoir rendre ceci. Je vais pouvoir afficher ce contenu-là d'ailleurs, grâce à la propriété de Childrun qui sera contenue dans box. Et je vais justement, et c'est là toute la puissance des props, pouvoir réutiliser ce même composant, ce même code, cette même logique, en changeant simplement les propriétés ainsi que les éléments qui peuvent être contenus à l'intérieur. De cette manière, je vais pouvoir réutiliser box avec une autre couleur de background, une taille différente, un padding différent et une couleur de texte différent. Je pourrais même avoir un texte différent en réalité. De cette manière, je vais avoir un rendu qui sera celui-ci. Et c'est là toute la force de la réutilisation. Et donc Childrun va te permettre de faire ce genre de choses. Maintenant qu'on a vu un petit peu toutes les possibilités qu'on avait pour utiliser des props, je te propose de passer directement à l'exercice pratique. Ici, on va créer un composant badge qui sera réutilisable. Donc nos instructions, en premier, c'est de créer un composant badge qui prévoit l'utilisation de props. On va introduire un rendu et des props par défaut, de manière à ce qu'il s'affiche quelque chose lorsqu'on ne fait rien. On va utiliser Childrun pour rendre le JSX qu'on va passer dans notre composant. Et on va réutiliser ce composant plusieurs fois dans notre page, dans notre rendu, en changeant tout simplement ses props et son Childrun par exemple, pour afficher différentes versions d'un même composant. Allez, on va commencer notre exercice. Comme d'habitude, on ouvre un nouveau document. Je vais me faire un nouveau dossier épisode 6. On ouvre et on crée une instance de Create React App comme à notre habitude. Une fois que c'est prêt, on ferme ça et on rentre dans notre dossier. Une fois que c'est fait, on lance le serveur. npm start. On peut fermer ça. On rentre ici et on se met en place. Voilà, j'adapte la taille de mon écran et on est parti. Allez, on rentre dans App, on nettoie un petit peu le code inutile. Ici, on sauvegarde, on vire l'interface. On va dans Source, on crée un dossier component. À l'intérieur, on crée un dossier badge dans lequel on va pouvoir mettre notre composant badge. On peut créer à l'intérieur badge.js qui sera notre composant. Et comme on va le styliser, on va créer badge.module.css. Maintenant qu'on a nos deux fichiers, je ferme un petit peu ça. On se rend dans badge et on n'a plus qu'à créer notre composant. On a déjà vu la structure d'un composant en React dans les épisodes précédents. On sauvegarde. Et on va importer dans App, qui sera en fait notre composant parent, badge. Pour ça, on se rend dans le header et on importe badge component. On a besoin de l'importer évidemment, donc je l'importe de cette manière avec la bonne adresse selon où je me trouve. Ça me permet d'afficher à l'écran mon composant et donc j'ai maintenant la possibilité de venir travailler sur tout ce qu'on s'est dit. Donc si je souhaite déclarer une première propriété pour tester un petit peu tout ça, je vais mettre par exemple une propriété color avec une valeur qui serait par exemple rouge. Je vais sauvegarder et je vais me rendre dans badge. Ici, on l'a dit, j'ai la possibilité d'accéder à mes props. Je vais tout de suite console logger props pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Je vais sauvegarder également. On a la possibilité de rentrer dans la console et communiquer un petit peu avec notre code. Ici, je log props et on voit que props est égal à un objet qui va correspondre à la propriété color et la value red. Si je continue ici et que je mets par exemple une propriété de taille, ici, je rends bien mes props qui comprennent color et size. Donc plutôt que d'afficher badge component, ici, je vais ouvrir mes accolades pour rentrer en JSX et si je fais appel à props.size, je suis censé afficher large. Je vais sauvegarder. J'affiche bien large. J'ai la possibilité de faire la même chose avec color. Tu vois bien que c'est de cette manière
qu'on va commencer à afficher nos propriétés. Alors pourquoi on utilise la syntaxe point? Tout simplement parce qu'on est dans un objet. Comme on est dans un objet que props, lui, est un objet, on va accéder à props point, la propriété color ou la propriété size. De cette manière, on utilise directement la valeur. Alors comme c'est un objet, on a expliqué qu'on était capable de le déstructurer. Plutôt de faire appel à props, on a dit qu'on pouvait ouvrir notre objet à ce niveau-là et faire directement référence à la propriété qui existe, notamment color par exemple, virgule, on pourrait aussi accéder à size. De cette manière. Étant donné que j'ai fait ça, faut faire attention, props n'existe plus. Ici, props n'a pas été défini. Comme il n'est pas défini, je n'ai plus le droit de l'utiliser dans mon code. À ce niveau-là, props ne vaut plus rien puisqu'on ne l'a pas déclaré. On va plutôt récupérer directement, par exemple, ici, color. Si je sauvegarde, j'ai bien un affichage dans ma console de red. Je pourrais avoir la même chose ici. Si je fais ça, je vais afficher directement sa valeur. Donc tu vois que ça me permet d'échapper à la syntaxe props.color, uniquement parce qu'on l'a déstructuré. Alors maintenant, qu'arriverait-il si j'oubliais ici de déclarer cette valeur-là? Si cette valeur n'existait plus. Je vais la supprimer simplement ici pour notre exemple. À ce niveau-là, j'ai quelque chose de différent qui vient d'agir. C'est-à-dire qu'ici, color devient un élément qui n'a jamais été défini. D'accord? Donc c'est la particularité ici du destructuring. Je vais retourner ici et puis je vais revenir en arrière. On va essayer d'examiner un petit peu le child run. Ici, je vais simplement donc ouvrir une balise et je vais la refermer à ce niveau-là. Et là, je vais passer du texte. Par exemple, un H1, ici, badge. C'est un élément de JSX, j'ai la possibilité de le faire, je vais sauvegarder. Ici, je continue à rendre red parce que c'est ce que mon composant enfant badge demande, mais cette fois-ci, je vais faire référence également à childRun. ChildRun va faire référence, comme on l'a dit, à ce qui va être contenu dans la balise d'ouverture et de fermeture. Donc si je viens ici et que cette fois-ci, je viens plutôt, hop, je vais arrêter de faire ça. Si je viens plutôt afficher childRun, je vais supprimer d'ailleurs la notion de H1 ici parce qu'on aurait un H1 imbriqué dans un autre H1, je vais avoir la possibilité de lire ce qui a été indiqué ici. Si je me rends dans mon élément, j'ai bien rendu un nœud H1. Le nœud H1 qui a été défini dans le composant parent et non dans batch. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair que ce qu'on vient de démontrer ici dans ce petit contexte. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer tout de suite à l'exercice pratique. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre badge avec la possibilité d'afficher le childRun de ce badge et, pourquoi pas, une valeur qui nous permettrait d'agir sur son thème, comme par exemple la couleur. Donc plutôt que d'utiliser size et color, on va venir utiliser plutôt une propriété qu'on va appeler type. Ici, type va nous permettre de pouvoir jouer sur le thème de notre badge. Je vais sauvegarder, je vais retourner dans app et je vais arrêter de lui transmettre des props ici qui étaient là pour l'exemple. Donc je vais par exemple lui dire type égale, et on va partir par exemple sur primary. Ici, on va arrêter de rendre ça et on va lui dire par exemple, ça va être le badge plutôt principal. Ça va être un petit peu le comportement, disons, par défaut. Je sauvegarde et on y va. Donc comme on a introduit le childRun, on a déjà notre composant qui lit le childRun. Je retourne dans mon composant enfant qui va être badge. Donc ici, j'ai la possibilité de venir lire dans ma console ce que représente type, étant donné que le composant enfant l'utilise. Je vais ouvrir ma console ici et je vais regarder. À ce niveau-là, type équivaut à primary. C'est bien la valeur qu'on lui a transmise à ce niveau-là. Donc j'ai la possibilité d'examiner type et si vaut primary, faire quelque chose. Maintenant qu'on utilise les bonnes propriétés qu'on va avoir besoin d'utiliser dans notre composant, on va faire un petit peu de style CSS. Donc dans notre document badge.module, on va commencer à écrire quelques règles, comme par exemple à quoi va ressembler un badge. Ici, on va définir une première classe badge qui aura un padding, un border radius, un display inline, un font size et une color weight. D'accord ? Ça sera plutôt le style global qui correspondra à l'ensemble de nos badges, peu importe le thème. Je vais sauvegarder et je vais introduire cette classe au niveau de notre composant badge. Alors ça, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, notamment sur le style avec React. Ici, on va importer style qui provient du même fichier dans lequel on va retrouver badge.module.css. Je sauvegarde. Alors j'ai une petite erreur, a priori, il ne trouve pas le module.
Effectivement, je l'ai écrit sans S en fait. Hein. On voit que j'ai écrit badge. Bon, c'est une petite erreur d'écriture ici. J'aurais dû mettre un S, donc on va le changer. Ici, badge, ça prend un S. Voilà. Je peux refermer ici et j'ai plus d'erreur. Je reviens dans mon document. Ici, donc j'ai importé badge avec un S, hein, donc erreur. Ici, c'est rétabli. Je vais pouvoir examiner un petit peu ce qui va se trouver dans style. Je vais faire un petit console log de style. Et ici, dans ma console, on va essayer d'analyser un petit peu ce qu'on retrouve. Style correspond à un objet qui va avoir donc plusieurs propriétés, au même titre que les props finalement. J'ai par exemple accès à la classe badge, qui va être cette classe-là. Donc, en faisant référence à style, je fais référence à un objet qui va comprendre des classes, qui vont comprendre les valeurs des classes qui vont être définies dans le code HTML. Donc, on voit qu'on va pouvoir facilement accéder aux classes qu'on aura établies dans badgemodule.css et pouvoir conditionner des affichages en fonction du thème qu'on aura demandé. Alors, comme badge ici est une classe qui va correspondre à tous les badges, et bien ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va l'associer directement à ce niveau-là. Donc, on va créer une span et on va lui donner comme class name ici style.badge. Très bien, on va continuer notre exercice où ici, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut accéder directement à une propriété. Puisqu'on sait que style est un objet, on a la possibilité d'accéder par exemple à badge. Ici, en loguant, j'arrive bien à récupérer la valeur qui était imbriquée dans mon objet qui comprenait la propriété badge. Maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait accéder directement à une classe de notre fichier CSS, eh ben on va essayer d'exploiter type. Alors comme type étant une variable, on va devoir avoir une syntaxe différente. Cette fois-ci, on va enlever le point et faire directement appel à la propriété type à ce niveau-là. Je vais loguer l'information et je vais sauvegarder. Ici, j'ai un résultat undefined pour la simple et bonne raison que type ici est défini mais n'existe pas dans notre objet puisque la seule classe qui existe est badge. Comme type ici est égal à primary, je vais avoir la possibilité de créer une classe primary. Et j'aurai la possibilité donc d'y accéder directement en utilisant cette syntaxe. Style.primary, c'est exactement la même chose que style crochet type. Donc, je crée immédiatement une classe qui va suivre cette même logique, primary, dans laquelle je vais avoir un background color de ce type par exemple. Finalement, mon badge va avoir les propriétés que tous les badges vont avoir également, à la différence que si mon thème est primary, je vais demander ce type de couleur. Cette fois-ci, en sauvegardant, je récupère bien la classe badge primary. Je retourne dans mon document à ce niveau-là et je vais créer une variable. Donc on va créer une variable qui va s'appeler par exemple badge type, qui sera égale à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire cette classe-là. Et dans le cas où ça vaudrait undefined, dans ce cas-là, on va proposer directement un style par défaut. Le style par défaut, ça sera ni plus ni moins que style primary. De cette manière, si je n'informe pas ici de type, le type sera officiellement celui de primary. Mais si ici, je mets quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on attendait, comme par exemple une erreur, ici par exemple prima, on peut mettre prima, on oublie de mettre le y, et ben dans ce cas-là, le système sera capable de détecter quand même quelque chose. C'est-à-dire que comme style type ici sera undefined, on l'a vu, eh ben on va lui associer plutôt une valeur par défaut. De cette manière, badge type sera soit quelque chose qu'on maîtrise et qu'on connaît dans les classes, soit une valeur par défaut qui viendrait échapper. Et pour nous, ça sera la classe primary. Ok, je vais me remettre comme ça. Et ici, je peux sauvegarder. Donc en définitif, grâce au log, on a compris comment est-ce qu'on pouvait associer une classe. Et donc cette classe, on va maintenant l'utiliser dans notre span. Alors ici, on a utilisé style badge, tu vois. On pourrait pas, par exemple, mettre un nouveau style, un deuxième style qu'on pourrait inventer à ce niveau-là. On pourrait pas faire ça. Il va falloir utiliser une syntaxe qui va utiliser les backstitch. Donc je vais simplement supprimer ça. Je vais ouvrir mes backstitch. Et à l'intérieur, je peux rentrer du JSX. Pour rentrer du JSX, il suffit simplement de le définir avec un $. Donc si je fais un $ plus mes accolades, je vais avoir la possibilité de mettre des variables. Alors ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre simplement de donner une deuxième classe.
La deuxième classe sera ni plus ni moins que badge type. Donc, on va le faire tout de suite. Du coup, ma span va avoir deux classes. Le style de badge, c'est-à-dire le style global, et le style qui correspond au thème. Je vais sauvegarder. Attends, petit souci, ouais, j'ai oublié de mettre la syntaxe. Et j'ai bien à la fois associé le style de badge et à la fois le style de badge type. Si je rouvre ma console à ce niveau-là et que je me rends dans éléments, hop, si je me mets comme ça, j'ai bien une span qui va comprendre la classe badge et la classe badge primary. De cette manière, je suis capable d'associer un thème à mon badge. Alors, si on veut poursuivre l'exercice, il va falloir créer d'autres classes CSS. Pour ça, rien de plus simple. On envoie ici plusieurs classes. On sauvegarde. On a donc primary, success, warning ou error. De cette manière, on a plusieurs thèmes qui vont correspondre à des propriétés qu'on pourra passer à notre composant badge. Donc, si je me rends dans app et que je copie ça plusieurs fois, je vais avoir la possibilité de nommer d'autres propriétés en utilisant le même composant. On fait pareil avec les autres. Et pour le dernier, error. Ici, ça sera une erreur. Je peux sauvegarder et voir un petit peu mon affichage. Ici, j'utilise toujours le même composant, mais à chaque fois, je fais varier son type et son child run de manière à pouvoir rendre des composants qui visuellement vont être différents, mais d'un point de vue de la logique, on utilise toujours le simple et même composant qui est ni plus ni moins que badge. Badge a une petite logique de CSS qui lui permet de faire varier le type. Et donc, si on prend, par exemple, un dernier composant qu'on viendrait mettre ici, si on lui passe une propriété qui n'a pas été prévue par le système, donc qui n'a pas été ici classifiée, on pourrait lui mettre par exemple la classe test. Si je sauvegarde, je ne vais pas avoir un bouton qui ne s'affiche pas sans style ou une erreur, quelque chose d'undefined, puisque j'ai permis à mon composant, ici, d'avoir une valeur par défaut dans le cas où ça ne vaudrait rien. Comme style type, c'est-à-dire style.test, ici, n'existe pas dans notre objet style, donc dans notre document CSS, eh ben j'ai la possibilité de rendre un composant qui va être affiché en primary. Je précise que cette syntaxe signifie ou. Soit j'affiche ça, et si ça n'existe pas, alors j'affiche ça. Ici, c'est une solution de repli qui me permet de faire ce genre de choses. Mais on l'a dit dans le cours théorique, c'est pas qu'une histoire de repli, c'est aussi une possibilité de faciliter l'utilisation du composant par les développeurs derrière. Donc ici, par exemple, je vais supprimer ce test-là, je vais revenir à l'état initial. Si je prends le type primary à ce niveau-là, si je ne lui renseigne pas de props, et c'est un petit peu là la puissance du conditionnement par défaut, si je ne remplis pas l'information, j'ai exactement le même résultat. Ce qui me permet d'utiliser badge sans propriété avec un affichage qui va donc être par défaut, celui qui va être entre guillemets le plus utilisé dans l'application. Mais par contre, je peux créer des dérivations pour pouvoir changer le thème. Alors évidemment, tu vas pouvoir changer le thème, mais on l'a dit, tu vas pouvoir aussi transmettre des fonctions. Donc si on crée un bouton, par exemple, le bouton, on va lui assigner une action au clic, mais cette action au clic, c'est pas le composant qui va le définir, c'est le composant parent qui va lui dire quoi faire. Donc le bouton, lui, son rôle, c'est de jouer une fonction. La fonction, c'est lui qui va l'interpréter, mais c'est le composant parent qui va lui transmettre. De cette manière, tu vas pouvoir créer un composant bouton, et donc c'est chaque composant qui va lui l'utiliser, qui lui dira exactement quoi faire. Ok ? Alors comme ici, on travaille dans le composant app et que app a déjà une feuille de style qui est associée, d'accord ? On l'importe directement de cette manière sans passer par les modules, etc. On a la possibilité ici de venir rajouter une toute petite classe qui va nous permettre de pouvoir styliser un petit peu le rendu de notre composant de manière un tout petit peu plus propre. Ici, par exemple, on peut se mettre à ce niveau-là. On peut lui créer une classe badge container qui va simplement contenir l'ensemble de nos boutons, les aligner via les flex et on va mettre un léger gap pour pouvoir les afficher sur une seule et même ligne de manière centrée. Je vais sauvegarder cette règle et cette classe, il me suffira simplement de l'associer ici dans mon composant app. Donc je vais simplement me mettre à ce niveau-là. Je vais créer une div de conteneur qui aura donc une class name qui sera équivalente à badge container.
Je vais fermer ma balise à ce niveau-là. Comme ça, ma classe ici va contenir l'ensemble de mes badges. Je vais sauvegarder et j'ai quelque chose de fonctionnel. Ici, je peux rajouter un H1 à ce niveau-là. Pour avoir un meilleur rendu. Ok, c'est un exercice super simple qui nous a permis vraiment de mettre en pratique tout ce qu'on a appris dans la théorie de cet épisode. Les propriétés vont nous permettre de faire des choses extraordinaires. On peut pousser tout ça en profondeur et créer des vrais design systems, des vrais composants qui, mis bout à bout, vont créer des applications totalement surprenantes. J'espère que tu as bien compris les fondamentaux. Je t'invite réellement à mettre en pratique tout ça de ton côté, à tester tes propres composants, à essayer de créer des structures avec plusieurs propriétés, à essayer de déstructurer et de passer des child runs pour essayer de commencer à créer des choses un petit peu dynamiques et à mettre en application tout ce que tu as appris dans cet épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te propose de me laisser ton meilleur like. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut, ciao!